Bienvenue sur e-learning physique. On est dans notre 4e vidéo concernant les dipôles permanents, les dipôles induits. On a calculé donc le champ, le potentiel créé par un dipôle. On a vu les actions subies par un dipôle dans un champ extérieur. Et donc aujourd'hui, on va parler de polarisabilité et on va parler du modèle de l'atome de Thomson, qui est un modèle pas forcément évident à comprendre, mais qui a joué historiquement un certain rôle et parce qu'il a donné en fait le bon ordre de grandeur pour ce qu'on appelle le coefficient de polarisabilité qu'on va définir tout de suite. Et alors ça fait partie un petit peu des exemples historiques où on a un modèle qui est complètement faux, mais qui, parce qu'il a les bons ingrédients dimensionnels, finit par nous donner un résultat qui est le bon résultat, un bon ordre de grandeur. Voilà, c'est arrivé par exemple avec le modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène, c'est arrivé avec le modèle de Drude et la conduction des électrons dans les métaux que seule la mécanique quantique peut réellement expliquer. Donc ça fait encore partie d'un de ces exemples historiques qui a joué un rôle important, mais il est tellement anti-intuitif avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, ce modèle de l'atome de Thomson, qu'on a besoin de le réexpliquer complètement et correctement. Alors d'abord peut-être quelques rappels très rapides sur la notion de molécule polaire, donc qui possède un moment dipolaire permanent comme la molécule de chlorure d'hydrogène à cause de la différence d'électronégativité. Donc même en l'absence de champ extérieur, elle possède un moment dipolaire permanent dirigé des charges moins vers les charges plus, versus donc une molécule apolaire, donc H2, où là les deux atomes étant identiques, donc comme on dit c'est une molécule diatomique homonucléaire, donc elle ne possède pas de moment dipolaire permanent. Mais si on plonge cette molécule dans un champ extérieur appliqué, on va désolidariser le barycentre des charges plus et des charges moins, on va polariser la molécule et donc on va avoir création de ce qu'on appelle un moment dipolaire induit. Et ce moment dipolaire induit, il est proportionnel au champ extérieur appliqué à la molécule et on définit ce qu'on appelle le coefficient de polarisabilité, l'aptitude de la molécule l'aptitude de la molécule donc à se polariser sous l'effet d'un champ extérieur, donc alpha epsilon 0 E. Alors, première question qu'on va se poser, c'est quelle est la dimension de alpha? Voilà une question qu'on va te poser très souvent, donc une petite analyse dimensionnelle. Point d'interrogation, on va voir que alpha est homogène à un volume et que c'est même de l'ordre de grandeur du volume de l'atome ou de la molécule considérée. Alors pourquoi est-ce que alpha est homogène à un volume? On peut recalculer le champ pour avoir un peu les dimensions qui lient P, un champ électrique, etc. On peut penser au champ, aux formules qui nous donnent le champ créé par un dipôle. Donc le champ créé par un dipôle, comment on peut le retrouver? Eh bien, ce que je t'encourage à connaître, c'est simplement à connaître le potentiel créé par un dipôle, donc en coordonnées polaires dégénérées, comme on a expliqué dans la deuxième vidéo de cette série. Donc P cos θ sur 4pi epsilon 0 R carré. Donc P, on peut le coucher, prendre l'angle θ comme ça, la base UR, Uθ et donc le point M d'observation. Donc on est dans l'approximation dipolaire. Donc le champ E, c'est moins gradient V, donc c'est moins dV sur dR, moins 1 sur R, dV sur dθ. Donc ça fait 2P cos θ sur 4pi epsilon 0 R cube. Et ça fait P sin θ sur 4pi epsilon 0 R cube. Le champ varie en 1 sur R cube, parce que le potentiel du dipôle est en 1 sur R carré. Alors tout ça pour dire que donc P sur epsilon 0, alors on va le voir ici sur un champ, donc ça c'est ER, par exemple la coordonnée du champ selon ER. Donc P sur epsilon 0, P sur epsilon 0 R cube est donc homogène à un champ électrique. Donc on voit bien du coup que P sur epsilon 0 E dans cette formule donc est homogène à R cube, à R au cube, donc une longueur au cube, donc c'est bien un volume. Donc alpha, c'est un volume. Et bien sûr, l'ordre de grandeur qu'on va retrouver par le modèle de l'atome de Thomson, c'est que ce volume, alpha, est de l'ordre de grandeur de A au cube. Donc A, à peu près la taille d'une molécule, d'un atome. On va prendre A, par exemple, 1 angstrom, 10 moins 10 mètres. Donc ça fera une polarisabilité de l'ordre de 10 moins 30 mètres cubes. Alors évidemment, ici, les unités SI ne sont pas du tout adaptées à l'échelle microscopique.
Mais voilà ce qu'on peut s'attendre à trouver comme ordre de grandeur pour un coefficient de polarisabilité d'un atome ou d'une molécule. Et c'est ce que va nous redonner le modèle très bizarre de l'atome de Thomson. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle de Thomson de l'atome d'hydrogène? Eh bien, donc l'atome d'hydrogène, voilà comment Thomson a imaginé l'atome d'hydrogène. Au lieu que ce soit un électron qui soit autour d'un noyau, alors localisé pour le modèle de Bohr ou délocalisé avec ce qu'on sait maintenant de la mécanique quantique et des fonctions d'onde, mais au lieu que ce soit l'électron qui soit, qui soit autour d'un noyau quasi ponctuel, en fait, Thomson a imaginé que le noyau atomique, c'était comme une boule chargée dans laquelle finalement l'électron ponctuel allait nager en quelque sorte. Donc c'est une boule chargée. Alors chargée, eh bien, si c'est l'atome d'hydrogène, c'est un proton. Donc ça va être la charge élémentaire plus E. Donc on va pouvoir définir une densité volumique de charge qui va être E sur le volume donc, de cette sphère, 4/3 de pi r cube. Donc avec R, R de l'ordre de l'angstrom justement. Donc la taille de l'atome d'hydrogène. Donc on a une densité volumique uniforme et l'électron est ponctuel et il peut se balader là-dedans. Alors comme on va le voir, en réalité, à l'équilibre, l'électron donc de charge moins E, il va se placer au centre de la boule parce que c'est sa position d'équilibre stable. Alors regardons déjà ça, on va calculer le champ électrique créé uniquement donc, par cette boule chargée sans l'électron. Et on va démontrer qu'effectivement, première étape, la position d'équilibre de l'électron sans champ extérieur, c'est bien au centre de cette boule. Et ensuite, on va appliquer un champ extérieur. Et donc là, on va voir que l'électron ne va plus être au centre de l'atome, mais ça va créer un moment dipolaire induit qu'on va pouvoir calculer. Et en identifiant avec la définition de la polarisabilité, on va vérifier que alpha est de l'ordre du rayon de l'atome au cube. Et c'est là que voilà, ce modèle-là, complètement irréaliste, donne un bon ordre de grandeur pour la polarisabilité. Alors, pour ton info, c'est Rutherford, donc ce physicien britannique, qui a démontré en 1911, ou ses étudiants, que le noyau était ponctuel et que donc voilà, que la matière c'était principalement du vide, mais que les électrons donc circulaient ou étaient ou tournaient pour le modèle de Bohr, on n'était pas encore à la mécanique quantique, donc autour d'un noyau ponctuel. Donc ça c'est qu'en 1911, le modèle de Thomson, il est plutôt 19e siècle. Alors, on regarde ça ensemble. Donc, champ créé par cette boule. Alors, j'ai fait toute une vidéo sur les champs créés par les distributions à symétrie sphérique et l'analogie avec la gravitation. Donc, je vais aller très très vite. Donc, par des considérations de symétrie, le champ est dirigé selon, alors je vais prendre un point M, donc selon le vecteur ER des coordonnées sphériques, parce qu'on a une infinité de plans de symétrie qui contiennent la droite OM, ils sont tous plans de symétrie, ils coupent tous la boule en deux. Et puis, comme la distribution de charge est invariante par toute rotation, donc θ et φ, on est en coordonnées sphériques, eh bien, le champ ne dépend que de R. Donc, il est de cette forme-là. L'application du théorème de Gauss, donc le flux du champ électrique est égal à la charge intérieure sur epsilon 0, va nous donner le champ à l'intérieur de la boule. Donc, comme surface de Gauss, on choisit une surface qui passe par M. Alors, évidemment, attention, ce n'est pas la boule chargée elle-même qui peut être la surface de Gauss, parce que dans le cas général, ça ne passe pas par M, M qui est un point dans le noyau délocalisé. Donc, le flux, c'est E de R fois la surface de cette sphère, ici orange, de rayon petit r et non pas grand R. Donc, est égal à Q intérieur. Donc, Q intérieur, c'est ρ fois la surface de cette boule de Gauss. Donc attention, il faut prendre que la charge qui est à l'intérieur, donc il ne faut pas prendre la charge totale, mais 4/3 de pi petit r cube. Donc en réinjectant d'ailleurs l'expression de ρ, on peut faire apparaître cette charge totale comme une fraction de la charge élémentaire. Donc ça va faire R sur grand R, le tout au cube. Donc on voit bien que quand petit r vaut grand R, on récupère la charge totale, ou on peut laisser comme ça aussi. Et donc on aura E de R qui va être linéaire en R à l'intérieur
Donc ici, donc, ça va faire ρ r sur 3 epsilon 0. Bon, on pourrait remplacer ρ. Donc on peut le mettre vectoriellement. Donc voilà le champ. À l'intérieur, on ne va pas le calculer à l'extérieur, on va rester qu'à l'intérieur. Il est linéaire en R. Et donc quand l'électron est plongé dans ce champ, la force exercée sur l'électron, c'est moins E fois ce champ créé par le noyau. Et donc c'est une force de rappel, hein. On pourrait dire qu'on a un oscillateur harmonique spatial, hein, parce que c'est proportionnel au vecteur position, RER. Et donc l'électron est ramené toujours au centre de la boule. Donc la position d'équilibre stable, c'est le centre de la boule. Donc là, on est dans le cadre d'un atome apolaire, il n'y a pas de moment dipolaire permanent. Alors que se passe-t-il maintenant si on applique un champ extérieur à ce modèle-là? Eh bien, ce qui va se passer, donc je vais le mettre comme ça, donc on va se mettre dans le référentiel de la boule. Donc ça, c'est un champ extérieur E0, donc ce n'est pas le champ créé par la boule elle-même, mais c'est un champ supplémentaire que l'on rajoute, donc qui s'exerce à la fois à l'extérieur de la boule, mais dans la boule également, qui se superpose avec le champ créé par la boule elle-même. Donc comme on se place dans le référentiel de la boule, le barycentre des charges positives donc de la boule, c'est le centre de la boule, donc affecté de la charge totale. Mais on va voir que, évidemment, l'électron, lui, il va se déplacer. Donc le centre de la boule, ça va correspondre au point P, hein, c'est-à-dire le barycentre des charges positives. Et puis l'électron, ça va être N, le barycentre des charges négatives. Et donc, pourquoi? Parce qu'il va y avoir un équilibre des forces sur cet électron donc de charge moins E, qui est maintenant soumis à cette force moins E, E0, donc dirigée dans le sens contraire du champ appliqué extérieur. Et donc, il y a un équilibre parce qu'en même temps, il y a cette force de rappel qu'on avait calculée là-bas, donc moins E, ρ, petit r, donc petit r qui va maintenant être la distance au centre du noyau, donc vecteur ER, hein, donc le vecteur ER qui va être l'opposé d'un vecteur X, hein, si on mettait un vecteur X comme ça, horizontal et vers la droite. Donc en écrivant tout simplement qu'à l'équilibre, l'électron est immobile, hein, donc masse fois accélération égale 0, donc l'équilibre va s'écrire moins E champ extérieur, donc cette force supplémentaire, donc moins E ρ r sur 3 epsilon 0, alors on va mettre plus vecteur ux, hein, on peut éventuellement le mettre comme ça, est égal à 0. Et cette égalité va nous permettre d'accéder donc au vecteur position R. Hein. Alors d'ailleurs, on pourrait tout de suite définir ce qu'est le moment dipolaire d'un tel atome, maintenant le moment dipolaire induit, maintenant qu'on a séparé les barycentres. Donc N est à gauche, P est à droite. Donc le moment dipolaire induit créé par cette situation. Donc alors attention, là il y a une petite difficulté de signe. R, ER, repérer la position de l'électron par rapport au proton, mais dans la définition du moment dipolaire, c'est Q fois NP, donc on repère l'électron, on repère le proton par rapport à l'électron. Donc ça va faire QR compté positivement, vecteur UX, et Q évidemment c'est la charge commune, donc c'est petit e. Donc on voit que ER, UX, eh bien c'est la valeur du moment dipolaire qu'on peut tirer de ce petit calcul. Donc on va remplacer ρ par sa valeur. Donc ρ c'était petit e donc divisé par 4 tiers de pi grand R au cube. Alors il y a beaucoup de simplifications qui vont s'opérer. Petit e 3. Donc on va obtenir epsilon 0 4 pi R cube fois E0. Et là, il n'y a plus qu'à identifier, donc c'est une simple identification avec la définition de la polarisabilité. Et donc ça fait alpha epsilon 0 E0. Et donc on voit que alpha est égal à 4 pi R cube. Alors on n'a pas le coefficient 4 tiers de pi R cube, mais on a 4 pi R cube. Mais ce qui est donc tout à fait de l'ordre de grandeur du volume de l'atome. Donc on avait donné un ordre de grandeur tout à l'heure, à peu près 10 puissance moins 30
mètres cubes. Donc bien que ce modèle soit totalement faux, puisqu'imaginez que l'électron est délocalisé à l'intérieur l'électron est ponctuel et à l'intérieur d'un proton délocalisé, ça, on sait que c'est complètement faux. De ce point de vue-là, le modèle de Rutherford était beaucoup plus performant, ou de Bohr, même s'il était lui aussi faux. Eh bien, on a le bon ordre de grandeur. Donc voilà, ce petit exemple, ça s'appelle le modèle de l'atome de Thomson et c'est au programme de la classe de PC, le calcul de cet ordre de grandeur de la polarisabilité. Voilà, il y aura une dernière vidéo cette année sur l'électrostatique avec le calcul de l'énergie de constitution électrostatique d'une boule chargée positivement par adjonction successive de charges donc venant de plus l'infini de croûtes sphériques. C'est pas évident ce truc là, ça s'utilise aussi beaucoup en gravitation. Donc ce sera l'objet de la prochaine vidéo en électrostatique. À bientôt.